Éliminé dès les huitièmes en Ligue des Champions, loin de l'Inter au classement de la Serie A, pourquoi la Juve a-t-elle tant de problèmes cette saison? Comment en est-elle arrivée là? Hey, j'espère que vous allez bien et j'espère que votre équipe préférée va bien. Une équipe qui va pas tellement bien cette saison, c'est la Juventus d'Andrea Pirlo. Cette élimination en huitième contre Porto, elle est surprenante, oui, mais si on regarde le tableau général, on se rend compte que la thèse de l'accident qu'on avait mobilisée en 2019 contre l'Ajax, lorsque la Juve s'est faite sortir en quart, là, elle tient plus. Sortie en quart en 2019, sortie en huitième en 2020, bis repetita en 2021. Il y a vraiment quelque chose qui se passe, qui est plus profond du côté de Turin qu'un simple accident, qu'une simple erreur de parcours. Et la première chose qu'il faut dire pour comprendre pourquoi la Juve est tombée si bas, si j'ose dire, c'est qu'on ne peut pas gagner tout le temps. Ça, c'est une vérité universelle. Dans le football, elle vaut en tout temps. En revanche, il y a une différence entre ne pas pouvoir gagner tout le temps, même si on a un grand club, mais quand même aspirer à tous les titres chaque saison, et ne pas pouvoir gagner tout le temps, mais faire la saison vraiment pas bonne que la Juve est en train de faire actuellement. Commençons, pour répondre à la question du titre de la vidéo, par un historique. Quand à l'été 2018, la séparation la plus tonitruante du 21e siècle dans le football se produit, Cristiano Ronaldo qui quitte le Real Madrid pour s'en aller dans les bras de la vieille dame, on se dit qu'enfin la Juventus, cette Ligue des Champions, elle va pouvoir l'avoir. C'est comme si Ronaldo, c'était vraiment le dernier élément qui manquait à cette équipe-là pour aller au bout en Ligue des Champions. Et on se disait même qu'il ne faudrait pas attendre longtemps pour voir l'équipe remporter le titre. Dès 2019, on les imaginait pourquoi pas champions. Je me souviens que certaines personnes disaient même que la Juventus était favorite en 2019 pour remporter le titre à Madrid. Une chose, néanmoins, qu'on n'avait pas prise en compte, c'était que depuis 2017, voire même peut-être 2016, l'équipe, été après été, elle perdait en qualité. Le talent, petit à petit, désertait cette équipe. Les départs de Pogba, Vidal, Tevez, Cancelo, voire même Higuaín, ils n'ont pas été compensés. On parle vraiment ici de très grands joueurs dont le talent n'a pas été compensé. Et je vois trois raisons à cette absence de compensation. La première raison, c'est que l'équipe, elle continue à être au top en Italie. La Serie A, saison après saison, elle la gagnait de façon relativement sereine. Et c'est vrai que quand vous êtes au sommet, c'est toujours très difficile de prendre les décisions douloureuses, les décisions impopulaires qui vont vous permettre de rester au sommet. C'est pour ça qu'on voit tellement de grandes équipes qui sont au sommet, qui font tous les mauvais choix possibles et forcément, il y a une période de vache maigre qui s'ensuit. La deuxième raison, je dirais, elle est historique. La Juventus, ça n'a jamais été, je dirais, ou presque jamais été, une équipe qui a fait venir de très très grands joueurs. La tendance, c'était plutôt de faire venir de bons joueurs qui explosent complètement du côté de Turin. Et quand il y a tous ces grands joueurs qui quittent l'équipe à partir de 2016-2017, c'est vrai que c'était difficile d'imaginer la Juventus faire venir d'aussi grands joueurs. Quand Pogba s'en va à Manchester United, c'est difficile d'imaginer la Juventus faire venir, je ne sais pas moi, De Bruyne pour compenser, pour donner un exemple, ou Modric pour compenser. Et la troisième raison, c'est une raison financière. Alors, il y a beaucoup de monde qui a mentionné le fait que le salaire, le coût de Cristiano Ronaldo plomberait les comptes de la Juve. Et ce n'est pas les informations que j'ai trouvées, tant sur les sites des journaux italiens que sur Sky Sports Italia par exemple. Ronaldo, il coûte beaucoup à la Juventus, mais il en rapporte plus, d'après les informations que j'ai trouvées. N'empêche que la Juve, ses problèmes économiques, elle les a depuis plusieurs années et on les voit avec ces fameux échanges si coutumiers en Italie, mais si coutumiers du côté de l'Allianz Stadium. Regardez, Cancelo qui est échangé pour Danilo, Pjanic qui est échangé pour Arthur, Spinazzola, Pellegrini, Pereira, Marquez, Morena, Correa, Tionga, Ake. Plusieurs joueurs, j'en ai jamais entendu parler. Certains échanges sont passés vraiment sous le radar, mais cette pratique, elle souligne le fait que la Juventus avait des difficultés financières et l'impérieuse nécessité d'équilibrer les comptes à la fin de la saison. Et je ne sais pas d'où vient ce problème financier, c'est une chose qu'on constate depuis plusieurs saisons, mais je ne sais pas vraiment d'où ça vient. Toujours est-il que ces difficultés financières, elles sont bel et bien existantes. En parallèle de cet appauvrissement qualitatif au niveau de l'effectif,
il y a plusieurs décisions étranges qui ont été faites concernant les entraîneurs. En 2019, départ d'Allegri, ok, pas de problème, on peut parfaitement estimer que c'était une fin de cycle, et pour le coup, là, le terme fin de cycle, je crois qu'il était bien utilisé, mais on choisit de faire venir Sarri en disant la Juventus doit divertir. Alors non seulement on renie les principes historiques de la Juventus, mais en plus on fait venir un entraîneur que les tifosi ne pouvaient pas voir en peinture pour des déclarations passées lorsqu'il était au Napoli, et ça c'est vraiment le genre de cas dans le football où je me demande vraiment ce que les dirigeants pensent. Parce que c'est vrai, ils connaissent leur métier, ils ont des informations que nous de l'extérieur on n'a pas, mais quand tout le monde trouve quelque chose à redire à ce choix tellement il semble pas cohérent, on se dit mais qu'est-ce que les dirigeants ont pensé? Et surtout la raison avancée, la Juventus doit divertir. C'est comme si on se préoccupait davantage de la cerise sur le gâteau que du fait que la crème dans le gâteau elle a complètement tourné et que le gâteau il est bon à jeter. Et puis ensuite, un an plus tard, oh surprise, l'expérience Sarri n'a pas fonctionné, on fait venir Pirlo et là, improvisation totale. En 9 jours, il passe d'être l'entraîneur des U23 à être nommé à la tête de l'équipe première. Pas d'expérience comme entraîneur, il n'avait même pas le bon diplôme. Je l'ai déjà dit dans une vidéo passée, mais on ne sait même pas si entraîner c'est véritablement ce qu'il aime. Bref, un imbroglio. On a donc commencé la présente saison avec un entraîneur dont on ne savait absolument rien et avec un projet rajeunissement tel qu'il a été nommé par Andrea Agnelli, dont on a un peu l'impression qu'il a été fait à l'arrache. C'est toujours bien de rajeunir un effectif, c'est nécessaire, ça fait partie de ces fameuses décisions difficiles et impopulaires que je mentionnais plus tôt, qui vous permettent de rester au sommet, mais les rajeunissements, ils doivent se faire progressivement, tout ce que la Juve n'a pas fait. Cette saison, elle a fait venir plein de jeunes, McKenzie, Kulusevski, Chiesa, mais c'est toujours la même chose avec les jeunes joueurs. Vous devez bien les entourer. Vous devez les entourer de façon à ce qu'ils puissent grandir progressivement. Vous ne pouvez pas leur dire « soyez bons tout de suite ». Soyez bons tout de suite parce qu'ici, on est un grand club et on n'a pas le temps de perdre du temps. Soyez bons tout de suite, s'il vous plaît. Ce n'est pas du tout les bonnes conditions pour que les jeunes s'épanouissent. Une chose qui a beaucoup fait parler, c'est la composition du banc bianconeri face à Porto. Buffon, Chiellini, De Ligt, McKennie, Bernardeschi, Di Pardo, Dragusin, Frabotta, Fagioli, Kulusevski. Je suis sûr que bon nombre d'entre vous n'avaient jamais entendu une bonne partie des noms qui ont été évoqués. Et en contrepartie, il y a d'autres joueurs, on voit qui ils sont. Ils sont pas mauvais cette saison, mais ça reste de jeunes joueurs. Et c'est pas seulement que l'effectif de la Juventus est jeune, c'est qu'il est aussi assez mal construit. Un joueur comme Arthur, par exemple, il n'y a pas d'équivalent dans cet effectif-là. Et Arthur, ce joueur qui est capable d'organiser l'équipe en camp adverse, de trouver des bonnes passes pour vraiment que l'équipe tisse sa toile en camp adverse et qu'il puisse espérer désarmer ces fameux blocs bas qui posent tant de problèmes aux hommes de Pirlo, eh ben, il n'y a pas d'équivalent. Il n'y a pas de joueur avec qui Arthur peut combiner, parce que les Rabiot, les Bentancur, les McKennie, c'est pas ce genre de joueurs-là. C'est des joueurs qui sont assez bons dans la percussion, qui sont assez bons pour se projeter, qui sont bons aux abords de la surface, mais c'est pas du tout des joueurs associatifs. Et en plus, Rabiot et Bentancur, ça va faire 3-4 ans qu'on connaît leurs problèmes et qu'ils n'ont pas vraiment progressé sur ces fameux problèmes. Et puis d'une façon générale, le fait qu'il y ait autant de responsabilités sur les épaules d'Arthur, c'est pas du tout une bonne chose parce que le Brésilien c'est loin d'être un joueur fini. Et puis en plus d'avoir une espèce de dépendance à Arthur, si on peut dire, vous avez aussi le cas Morata, une certaine dépendance à Morata, parce que Ronaldo se sent bien avec Morata. Mais si vous dépendez de Morata, vous avez véritablement un problème. Et le truc c'est que dans ce système à 3 défenseurs et 2 attaquants que veut mettre en place Pirlo, si vous faites jouer Ronaldo et Morata, ça veut dire que vous pouvez difficilement faire jouer Dybala, Ramsey, Kulusevski. Oui, vous pouvez les faire jouer, pourquoi pas sur un côté, dans une certaine animation, dans un certain agencement des pièces, mais ça reste pas confortable pour les joueurs et vous en tirez pas le meilleur. Et vous aurez besoin de cette qualité-là parce que vous avez un manque de qualité au milieu, mais vous avez la difficulté de les inclure. Et tout ça, ça fait que la Juventus a énormément de problèmes cette saison. Et pour conclure, il faut parler du futur, et là, beaucoup de questions sont ouvertes. Qu'en est-il de l'avenir de Ronaldo? Qu'en est-il de l'avenir de Dybala? À quel point la Juventus aura véritablement une marge de manœuvre pour opérer
sur le mercato d'été, qui sera à la tête de la direction sportive pour ce mercato, parce que le contrat du directeur sportif Paratici conclut dans 3 mois, on ne sait pas. Beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Ce qui se disait du côté de la presse italienne, c'est que les 2 derniers mois de la saison vont être décisifs pour savoir qui garder et qui écarter. On a l'impression que Pirlo va rester. On ne sait pas très bien qui on pourrait faire venir à sa place. Et c'est vrai que s'en séparer, ce serait véritablement un aveu d'échec de la part des dirigeants. Et Pirlo lui-même disait en conférence de presse à la suite de l'élimination contre Porto, oui, c'est une grande déception, mais le projet ne fait que commencer. Et c'est le PDG du groupe qui détient la Juventus, de la holding qui détient la Juve, John Elkann, qui disait voilà, c'est un projet rajeunissement, il faut qu'on fasse venir des jeunes, il faut continuer de rajeunir l'équipe. C'est aussi ce que disait le quotidien sportif turinois Tuttosport. On a vraiment l'impression que la priorité c'est le rajeunissement, mais dans le même temps il faut rester compétitif, il faut avoir une équipe cohérente, pas seulement avoir des jeunes pour avoir des jeunes, il faut avoir un entraîneur à la tête qui puisse véritablement faire jouer ces jeunes. Et encore une fois, là on a beaucoup de questions ouvertes, beaucoup de spéculations possibles, et ça participe à ce point d'interrogation générale qu'est la Juve depuis quelques saisons. On a une idée, mais on ne sait pas trop bien si elle est viable, on ne sait pas trop bien si ça va nous permettre d'être compétitifs. Rajeunissement, projet rajeunissement, ça veut tout et rien dire à la fois. Bref, quand on a toutes ces questions, on comprend un peu pourquoi la Juve en est là aujourd'hui. Parce que c'est vrai que depuis quelques saisons, c'est un club qui nous fait beaucoup plus poser de questions que d'énoncer de réponses. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Personnellement, j'aurais eu beaucoup de plaisir à la faire parce que tout ce qui consiste à aller creuser, chercher des raisons à droite à gauche, c'est toujours quelque chose que j'aime faire. Et avant que vous partiez, une bonne nouvelle. Je vous avais parlé il y a quelque temps de cette application Coparena qu'on a lancée avec quelques personnes et je vous le mettrai en commentaire. J'ai un code de promotion qui vous permet, à 25 d'entre vous, les 25 premiers arrivés, de disposer d'un mois gratuit pour découvrir l'application. Je sais qu'il y a beaucoup de fans du Barça entre vous et cette semaine va paraître un épisode qui devrait plaire aux fans du Barça et aux fans de football en général parce qu'on va parler des débuts, des tout débuts d'un joueur qui est un peu le football, si on peut s'exprimer ainsi. Et puis aussi il y a le 2e épisode de la série que j'ai créée, Ma vie de footballeur, qui est sortie cette semaine. Du coup voilà, pour les 25 premiers, un code promo qui est en commentaire qui vous permettra d'avoir un mois gratuit pour découvrir Coparena. Nous on se retrouve comme d'habitude dans une semaine. D'ici là, portez-vous bien. Allez, à toutes.